Israël et le Hamas ont accepté un accord de cessez-le-feu ce mercredi à Gaza après 15 mois de conflit. Il doit rentrer en vigueur dimanche et il prévoit la libération de 33 otages israéliens lors de cette première phase. Alors, ce cessez-le-feu peut-il se transformer en paix durable ? Eh bien, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui et qu'on va poser, entre autres, à Georges Malbruno. Bonjour Georges, merci d'être avec nous aujourd'hui. Georges, vous êtes journaliste international au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Déjà, est-ce que cet accord qui doit rentrer en vigueur dimanche, il peut encore capoter d'ici là ? Ah oui, il peut tout à fait capoter. Vous avez vu que ces dernières heures, il y a eu encore des dizaines de morts palestiniens à Gaza à la suite de frappes israéliennes. Il y a eu des récriminations israéliennes sur des changements de pied du Hamas, démentis. Donc voilà, tant que on sera pas dit dimanche à minuit une, cet accord peut capoter parce qu'il n'y a pas de confiance entre les deux protagonistes. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il y a justement dans cet accord ? Qu'est-ce qu'il contient ? Alors, ce qu'il contient, c'est que, vous l'avez dit, donc c'est un accord en plusieurs phases, hein. Normalement en 3 phases, qui s'échelonnent sur plusieurs mois. C'est ce qui fait d'ailleurs que ça va causer des problèmes. La première phase, c'est une phase de 6 semaines, 42 jours, au terme desquels 33 otages israéliens, en particulier des femmes, des enfants, des personnes malades, seront libérés par le Hamas. En parallèle, Israël libérera entre 900 et 1500 détenus palestiniens. L'armée israélienne se retirera des zones densément peuplées de Gaza et pour se redéployer le long de la frontière de Gaza. En parallèle aussi, l'aide humanitaire entrera dans la bande de Gaza qui en a bien besoin au terme de 15 mois de bombardement. On parle de plusieurs centaines de camions d'aide humanitaire chaque mois. Ça, c'est la première phase. Ensuite, une deuxième phase va s'ouvrir au terme de ces 42 premiers jours, de ces 6 premières semaines, une phase pendant laquelle, alors cette deuxième phase, les détails seront négociés au bout du 16e jour de la première phase. Détails qui portent sur la libération de environ une trentaine d'autres otages, sachant qu'aujourd'hui, on a 94 otages, 30 qui devraient être 33 libérés lors de la première phase, 34 qui sont morts, donc une trentaine qui resterait à libérer au cours de cette deuxième phase. Et donc, cette deuxième phase, on la connaît, mais les détails, la finalisation de ces détails est loin d'être réalisée. Donc, ça va constituer un premier obstacle. Et en plus, au cours de cette deuxième phase, l'armée israélienne devrait se retirer totalement de la bande de Gaza, ce qui est une exigence du Hamas. Et donc en parallèle, il y aurait donc restitution, libération d'autres otages. Ensuite, dans une troisième phase, il y aurait une phase qu'on appelle la reconstruction, puisque Gaza est quasiment entièrement détruite, reconstruction et puis restitution des cadavres, des corps, des otages détenus. Donc vous voyez que tout ça est très compliqué parce que ça s'échelonne dans le temps, qu'il n'y a pas de confiance et que de part et d'autre, on va essayer à la fois de financer, de procrastiner et donc ça va être très compliqué de mettre en œuvre cet accord parce que bien on est sur encore des dizaines et des dizaines d'otages qui seront libérés d'abord, je crois que c'est le premier jour, 3 ensuite au bout de quelques jours, etc., etc. Voilà, il y aura un mécanisme de surveillance de ce cessez-le-feu qui comprendra des Américains, des Qatariens et des Égyptiens, mais voilà, tout ça est très fragile parce que aussi vous avez vu probablement côté israélien, il y a une joie mêlée aussi d'inquiétude parce qu'il y a une joie parce que évidemment on est très content et on peut les comprendre évidemment de voir rentrer chez eux des otages qui sont détenus depuis 15 mois dans des conditions extrêmement pénibles, mais aussi un peu d'inquiétude
récrimination, parce qu'on a le sentiment, si on regarde effectivement cet accord, qu'il aurait pu être conclu beaucoup plus tôt, mais probablement que ni Benyamin Netanyahou ni le Hamas n'y avaient intérêt. Donc et côté palestinien, à Gaza, on est très content parce que ça veut dire la fin des bombardements, ça veut dire qu'enfin on va pouvoir respirer. Ça veut dire aussi, je vous l'ai pas dit, mais dans le contenu de cet accord, notamment dans la première phase, ça veut dire que les habitants du Nord qui avaient dû se réfugier au Sud vont pouvoir revenir chez eux selon des modalités qui ont été définies minutieusement entre Israéliens et le Hamas, sans armes, probablement sous surveillance d'une tierce partie. Donc voilà, donc tout ça fait qu'il y a beaucoup d'inconnus encore. Oui, beaucoup d'inconnus. Et puis, on l'a vu aussi, dès aujourd'hui, Israël accuse le Hamas de remettre en cause certains points de l'accord. En fait, ça va durer jusqu'à à peu près dimanche, en tout cas, avant la mise en place de l'accord. Et comme vous l'avez dit aussi, il y a ce côté, ce point crucial, c'est que les deux phases d'accord ne sont pas forcément continues. Il peut y avoir une pause entre les deux. Oui, comme je vous ai dit, comme il n'y a aucune confiance, ce matin, le gouvernement israélien accuse le Hamas d'avoir encore modifié un certain nombre de choses. Le Hamas vient de dire que ce n'est pas vrai, etc. Donc, ça va continuer, mais au-delà de dimanche, je pense, parce que il n'y a pas de confiance et que chacun voudra obtenir le maximum de concessions de l'autre. Donc ça va être très compliqué. Il faudra qu'il y ait un arbitrage très sévère de la part des garants de cet accord. Et je crois que le principal écueil auquel on risque d'assister, c'est effectivement le passage de cette première à deuxième phase. Déjà, les commentateurs israéliens, je vous dis, disent Netanyahou n'a pas intérêt à passer à cette deuxième phase, qui commencera donc dans 42 jours, parce que sa coalition composée de ministres extrémistes qui sont opposés à cet accord pourrait voler en éclats, et que quelle sera l'attitude de Donald Trump à ce moment-là, si jamais Benyamin Netanyahou refuse, utilisant un prétexte fondé ou pas fondé, d'appliquer cette deuxième phase, je n'en sais rien. On a le sentiment que là, il y a eu effectivement une pression très forte de Trump sur Netanyahou, pour que, si vous voulez, quand Trump arrive au pouvoir le 20, il ait à son actif un accord. Très bien. Donc il y aura un accord, et comme par hasard, si vous regardez le début les négociations sur la deuxième phase, c'est dans 15 jours, c'est-à-dire c'est le 3 février, c'est-à-dire au moment où Donald Trump rentre au pouvoir. Est-ce qu'à ce moment-là, il continuera de faire pression sur les deux acteurs, sur le Hamas et sur Israël, pour que vraiment cet accord rentre en application? Je n'en sais rien, mais voilà, toutes ces questions, ça va être celles qui vont peser sur l'application de cet accord au cours des semaines qui viennent, et des mois même, puisqu'il s'échelonne sur plusieurs mois. Est-ce que c'est lui aujourd'hui, Donald Trump, qui a mis ce coup d'accélérateur aux négociations et qui est finalement la personne qui a permis d'aboutir à ce cessez-le-feu? Je crois qu'il y a en grande partie, oui, parce que, vous savez, dès le mois de septembre, moi, je me souviens d'avoir écrit un tweet en disant, sur la foi d'un expert qui connaissait bien l'entourage de Donald Trump, en disant Trump, à son arrivée à la Maison Blanche, a dit à Netanyahou: je ne veux plus de guerre à Gaza. Donc il y a eu une pression très forte exercée par Donald Trump sur l'entourage de Netanyahou. On a cité ce matin sur le site du Figaro justement l'émissaire de Donald Trump qui est allé pendant Shabbat la semaine dernière arracher un accord à Benyamin Netanyahou. Voilà. Donc je pense qu'il y a eu une concession qui a été faite par Benyamin Netanyahou, mais justement, sachant que Netanyahou a fait une concession à Trump sur cette première phase de libération de 33 otages israéliens, est-ce qu'il n'y a pas eu en contrepartie justement une promesse qui a été faite par Donald Trump pour dire: bon, écoutez, après vous pouvez continuer la guerre, on fermera les yeux. Donc je n'en sais rien, on le saura probablement très rapidement, mais ce qui est sûr, c'est que les pressions exercées par Donald Trump ont à la fois pesé sur Netanyahou, mais aussi sur le Hamas, qui est affaibli depuis un certain nombre de mois et qui avait intérêt, et ces menaces ont été relayées au Hamas par les dirigeants qatariens. Donc Trump a joué un rôle important.
Est-ce que justement, concernant le Hamas, on a vu des images de combattants du Hamas qui sont sortis dans les rues à Gaza. Est-ce qu'ils vont pouvoir se targuer finalement d'un succès, eux? En tout cas, le Hamas n'a pas été anéanti, comme vous l'avez vu. Et je pense que on a sous-estimé la résilience du Hamas, c'est évident. Euh, Il y a eu une déclaration, je crois, qui date d'il y a 3 jours, d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, qui a dit, texto, le Hamas a recruté presque autant de combattants qu'il en a perdu depuis 15 mois. Donc, ça veut dire que le Hamas n'est pas anéanti, ça veut dire que le Hamas a probablement une réserve de combattants qu'il n'a pas utilisés et qu'on voit là aujourd'hui. Et par conséquent, ça veut dire que le Hamas risque, hélas, de peser encore sur l'avenir de la bande de Gaza. Or, personne pratiquement ne veut du Hamas comme étant un acteur de l'après-guerre à Gaza, mais on risque d'être encore un petit peu déçu quand on va examiner justement quand on va faire un état des lieux après, parce qu'on l'a vu sur le terrain et Blinken l'a encore dit, lorsque l'armée israélienne a quitté par exemple certaines zones dans le nord de Beit Hanoun, de Beit Laïa, eh bien le Hamas, comme il n'y avait personne pour prendre la place, le Hamas est revenu après, ou d'autres combattants du Hamas qui n'étaient pas combattants mais qui étaient justement cachés, ils sont venus et d'ailleurs hier on les a vus. Donc on a le sentiment que effectivement le Hamas a gardé une certaine capacité d'action en termes d'hommes et probablement en termes d'armes. Alors, je vais vous poser la question du jour, Georges. Pensez-vous que l'accord de cessez-le-feu puisse se transformer en paix durable? Autrement dit, est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir? Non, non, pas du tout. Il ne s'agit pas de parler de paix durable. Il s'agit de parler d'un cessez-le-feu durable. On n'est pas sur la paix, puisque de part et d'autre, on ne veut pas faire la paix. Le Hamas continue de vouloir détruire Israël, et Israël ne veut pas d'un État palestinien qui est là, sans quoi il n'y aura pas de solution. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut aller vers une séparation entre Palestiniens et Israéliens, et non pas parler de paix, parce que c'était un mot qui est déplacé. Donc, ce qu'il faut souhaiter, c'est que, eh bien, cet accord de cessez-le-feu soit durable, permette, comme je vous l'ai dit, aux uns et aux autres d'abréger, d'en finir avec leurs souffrances, mais on est encore très très loin de la paix. Très bien, merci beaucoup Georges Malbruno d'avoir été avec nous aujourd'hui pour faire le point sur cette question du jour. Une dernière question, parce que je l'ai en commentaire, est-ce que l'Europe et la France ont pesé quelque part dans cette décision, ou est-ce que pas du tout? Non. Non, non. Ceux qui ont pesé, c'est les États-Unis, comme je vous l'ai dit, c'est le Qatar, c'est l'Égypte, c'est Israël. Voilà, non. Nous n'avons eu aucun rôle. Enfin, aucun rôle. Je dis un rôle minimal, très très marginal, parce que les facteurs étaient, comme je vous le disais, c'était connu dès le début. C'était connu dès le début que c'était le Qatar qui abrite la branche politique, l'Égypte parce qu'elle est frontalière de la bande de Gaza et qu'elle a des liens à la fois avec le Hamas et Israël, et puis les États-Unis via notamment un travail qui a été colossal effectué par le patron de la CIA, Bill Burns, qui s'est rendu, je sais plus, peut-être une dizaine de fois à Doha, et avec Israël. Voilà, c'est eux qui sont responsables de cet accord, et nous sommes témoins. Effectivement, merci beaucoup en tout cas Georges Malbruno d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous les internautes du Figaro de nous avoir suivis. Et moi je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour la motion de censure qui est débattue à l'Assemblée. Ce sera d'ici une demi-heure. Restez avec nous sur le site du Figaro. Merci beaucoup Georges, je ne sais pas si tu es toujours là.